J'ai une nouvelle imprimante, la FLSOM V400. Ça fait déjà 6 mois en vrai. D'ailleurs vous l'avez déjà vu en action pendant la vidéo des guides lumière. J'ai eu le temps de la tester, mais pas jusqu'à ses limites. Et j'ai bien envie de le faire, j'ai quelques idées pour ça. Alors faisons-les ensemble. Sachez déjà que vous ne verrez pas de Benchy ici. J'en ai jamais imprimé de ma vie et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Je n'imprime que mes conceptions à quelques exceptions près. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai acheté ma première imprimante. J'avais une idée en tête et il fallait que je la concrétise. Elle a donc rempli un besoin et non un loisir. Mais arrive un moment où l'on a besoin de loisirs. Et pour ça, il me fallait plus grand, plus de volume d'impression, avec un plateau fixe pour pouvoir imprimer des pièces hautes et fines sans qu'elles basculent. On a donc ici un plateau non mouvant de 300 mm de diamètre avec une hauteur de 410 mm. Alors petite précision quand même, on ne peut pas imprimer un cylindre de 300 sur 410, car en haut, comme on est en butée, la machine ne peut aller au bout du plateau. On a donc le diamètre qui est réduit, mais cela ne m'a pas encore dérangé, car je n'ai jamais imprimé de telle hauteur, ça va être le premier test. Si on faisait un cylindre de 5 mm de diamètre, donc très fin, sur une hauteur de 410, est-ce que ça passe? Déjà dans le slicer c'est ok. Donc dans la théorie c'est bon. Maintenant voyons dans la pratique. Juste petit aparté, j'utilise des réglages constructeurs, histoire d'avoir une comparaison commune. Par contre pour la matière c'est un réglage perso. Comme c'est du PET recyclé, j'ai augmenté un petit peu la densité. Bref, timelapse. L'effet. On a au début un très beau cylindre. Une très belle forme, c'est ce qu'on demande, on a la pièce quoi. Mais d'un coup d'un seul, ça part en cacahuète. Nous n'avons plus que quelque chose d'approximatif, une forme avec une cylindricité qui se compte en millimètres. Si on regarde dans les faits, on voit à ce moment que la pièce se met à bouger, à suivre la tête d'impression dans son mouvement, comme si à ce moment, le Z a eu un écart vers le bas, et qu'il l'a gardé tout le long, embarquant la pièce avec elle. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, est-ce vraiment un échec? On a quand même demandé quelque chose de complexe. Un tout petit diamètre sur la longueur maximale. J'ai d'ailleurs été étonné qu'elle réussisse à le faire. Après, on n'est pas non plus sur une réussite. Bien que la pièce n'ait pas de sens, on n'a pas réussi à la voir. Et c'est là précisément où on se trouve sur la limite de la machine. On n'arrive pas, mais on n'échoue pas non plus. Bref, prenons ce qu'il y a à apprendre, à savoir ce qu'il y a à apprendre de cette machine. Et passons au deuxième test. Quelque chose de plus classique, mais inédit malgré tout de par sa conception. Commençons par la base. Une plaque de 100 par 100. Le bâtiment prendra la moitié de cette plaque. Le reste sera dédié au pylône. C'est d'ailleurs sur cela que je vais travailler. C'est ce que je vois le mieux dans mon esprit. Donc c'est ce que j'ai le plus envie de concrétiser. J'ai commencé par une forme basique, un cylindre. Mais au moment de valider l'extrusion, je suis resté bloqué. Pourquoi une chose simple? Le but c'est de tester, non? Là on est clairement pas sur une difficulté. Alors j'ai pas validé. J'ai plutôt fait 2 cônes symétriques en leur pointe. C'est pas forcément la mer à boire, mais ça rajoute un peu de piment à l'impression. J'ai continué par l'arche. À ce moment, j'avais en tête ce test, avec cette forme, qui permet de valider l'impression dans le vide sous différents angles. C'est ce que j'ai reproduit, 4 fois même, pour avoir quelque chose d'esthétique, mais aussi avoir une diversité d'angles. Et le rendu est vraiment cool, j'aime beaucoup. Ça donnera une ligne directrice à la suite. Mais avant, il y a quelque chose qui me chagrine, un détail qui dénature mon arche. Cette plaque carrée, fade, sans goût, que l'on va tout de suite changer pour quelque chose de plus harmonieux avec ce qui l'entoure. J'en profite également pour redimensionner le bâtiment, sur sa largeur. Là, on peut passer à la suite. Et c'est sur cette infrastructure que l'on va continuer, sur une de mes idées que j'ai depuis le début. Un test de pont dissimulé dans le mur arrière, avec une continuité, pour la beauté bien sûr. Les côtés, j'avais pas de détails, alors j'ai pris ce qu'il y avait, des trous et des cylindres horizontaux, qu'on a 2 fois par la symétrie. On passe à un nouveau challenge, une pyramide inversée, avec une difficulté croissante. Je pense que ça va être le plus dur à imprimer. Il ne manque plus que la toiture. J'avoue que mes pensées ne sont pas allées jusqu'ici. Alors j'ai tâtonné, essayé et réessayé jusqu'à trouver quelque chose de sensé. J'avais quand même ce projet, le test des fils d'ange. Des cônes longs et fins, assez proches pour que l'imprimante les fasse à la suite. Maintenant, il ne manque plus que les détails avant de réaliser la symétrie. J'avais envie d'un beau fêtrage. Vous ne savez pas ce que c'est? Moi non plus avant d'écrire ce script. C'est l'extrémité du toit, la jonction haute. C'est surtout cette pièce, qu'on connaît tous et qu'on a déjà tous vu. Je voulais évidemment quelque chose de plus exotique. La cerise sur le gâteau, en plus d'être le détail le plus culminant de cette impression. Là c'est parfait. Il ne manque plus qu'un visage, et ça sera ma signature. Une porte plutôt circulaire, dans laquelle s'inscrira parfaitement le logo. Et le nom de la chaîne, en relief, pour que, même sans voir, juste avec le toucher, que l'on puisse malgré tout s'abonner. La finition, une phrase inspirante, ainsi va la vie. Et voilà, le rendu, notre deuxième test, qui à ce stade n'en est plus un d'ailleurs, car 7 heures d'impression... Ça fait beaucoup là, non? Pour juste un test. Même si oui, il y a de la difficulté, des détails assez fins, d'autres plus gros sans forcément être plus simples, mais surtout beaucoup d'impression dans le vide, à tel point que même le slicer m'a averti que cette impression n'est pas possible sans pont. Mais on va essayer quand même. Faisons une inspection à chaud. L'impression vient tout juste de finir. On peut remarquer déjà tous ces fils d'ange, s'il vous plaît. Il y en a partout. Évidemment, il y en a au niveau du test dédié, mais aussi là, là ou là. Enfin partout quoi. Par contre ça c'est pas un fil d'ange, c'est clairement un fil d'impression qui n'a pas tenu dans le vide. Je dirais même que c'est le contour de la pyramide inversée, juste au-dessus. On y reviendra juste après. Commençons par l'entrée. L'arche est très bien imprimée, à un détail près. On a un début de grumeau sur le côté droite, au niveau des arêtes. Vous savez cette aspérité que l'on a quand l'imprimante commence à avoir des difficultés à imprimer dans le vide. C'est très léger, mais quand même présent.
Par contre, ce bout là pas en forme, hein. Juste une boule d'impression. La suite correcte pour l'impression filaire. Passons à ce sur quoi j'étais le plus surpris, le logo. J'aurais jamais cru qu'il sortirait aussi bien. Il y a des ponts partout, et c'est passé. Alors oui, on voit quelques fils, mais c'est mineur, et on pourrait facilement l'enlever avec un coup de lame. Par contre, le début du texte imprimé dans le vide, la difficulté de chaque instant, j'ai envie de vous dire. Ça me permet de faire le pont avec la pyramide inversée, qui elle d'ailleurs n'est pas un pont. On essaye plutôt de l'éviter. Sans support, on est dans le vide. C'est d'ailleurs pour cela qu'il manque de la matière à certains endroits. Surtout sur la grosse marche, et c'est accentué à l'arrière, vu qu'on est sur une plus grande longueur. Les côtés ça va, mais là, rien n'a tenu. Après, c'est un peu comme ça partout où il y a du vide, même au niveau des pylônes. Pour les côtés, je sais pas quoi dire de plus, à part que les trous sont aplatis en leur extrémité et que les cylindres sont pointus en leur début. Toujours dû au vide. Par contre, on a un effet d'optique assez drôle. On a l'impression qu'ils sont ovales. Il y a un reflet sur les côtés, causé par un mini rayon, lui-même causé par le mouvement de la tête, ce qui donne cet effet optique. Bref, on va survoler les ponts vu qu'on l'a déjà vu avec le logo. On a quasi pas de déformation. Alors je dis quasi parce qu'on a quand même un léger plissement sur les deux dernières, mais ça reste correct en vue de la longueur. La phrase « ainsi va la vie », je suis complètement con en fait, parce que le centre du A et du E flotte dans le vide. C'est impossible à imprimer. D'ailleurs, je sais pas par quel miracle ça marchait, merci les fils d'ange, mais dans la théorie c'est impossible. Bref, on va faire une finition, mais vraiment très légère, juste histoire d'enlever la jupe et les fils d'ange. Gardons le maximum de défauts pour se rappeler les capacités de cette machine. Une dernière chose, un dernier test, qui est plus dans la lignée de ce que je conçois habituellement. Des glissières en forme hexagonale, dans tous les sens bien sûr. Avec la partie mâle de différentes dimensions pour avoir tout un panel de jeu. D'autres glissières que j'utilise moi, plutôt adepte de la précédente. Mais il est toujours bon de connaître le jeu de deux faces parallèles, surtout quand une des deux est imprimée sur les supports. Et le clou du spectacle, des engrenages, de différents modules, avec des dentures droites, d'autres inclinées. On va commencer le test avec la glissière numéro 1, donc la glissière que je préfère, je vais pas vous mentir, parce qu'il n'y a pas besoin de support, tout simplement. On va voir ça avec les différents jeux. Alors oui, comment dire, ça n'a pas imprimé jusqu'au bout. Il y a eu une couillade, comme on dit. Comme la matière c'est du PLA recyclé, j'avais pas mis assez chaud au niveau des températures, j'avais mis standard alors que normalement faut mettre 10 degrés de plus en général. Et en fait le moteur a forcé et a creusé le filament et du coup après ça arrivait plus à imprimer. Donc j'ai resserré un petit peu la vis au niveau du moteur, au niveau de l'axe E, et j'ai mis des températures un peu plus fortes, histoire d'être sûr que ça fonde quoi. Donc alors comme je vous l'ai dit, on a différents jeux, donc là c'est du 0,5, 0,25, alors on va les mettre dans l'ordre histoire d'être un peu intelligent. 1 mm et là c'est 0,125. Alors normalement j'en ai un autre, il y a le 0,75, on a 5 jeux. Donc le millimètre évidemment, vous n'êtes pas étonné mais ça passe mais très bien, aucun problème, vraiment beaucoup de jeux d'ailleurs, beaucoup trop pour une glissière je trouve. Pour le millimètre, bon, fallait s'en douter, ça passe nickel. 0,75 ça va évidemment passer pareil. Avec beaucoup de jeux, il n'y a pas de difficulté, donc dans tous les sens. Parce qu'en gros, je vous explique que je l'imprime comme ça, que le plateau il est là. Forcément là c'est en Z et là c'est sur l'axe XY. Donc c'est aussi pour voir un peu les différences, s'il y en a, entre les différentes orientations sur le plateau. Et c'est pareil pour ça. Donc là, pareil, ça passe vraiment large, aucun souci, on n'a aucun problème. On va passer à 0,5, c'est un jeu que j'utilise beaucoup dans mes ensembles, au niveau des pièces qui s'emboîtent entre elles. Donc généralement je mets 0,25 de chaque côté. Et donc du coup ça fait un jeu total de 0,5. Ce qu'on a ici, donc là c'est pareil, ça passe mais large, il n'y a aucun problème à ça, c'est easy, je viens de vous dire. On passe à 0,25, on commence à se rapprocher à des jeux un peu fins, et là on voit qu'il n'y a aucun souci pour cette glissière. D'ailleurs je suis étonné, parce que je pensais pas que ça serait si glissant. Bon là vous voyez, il y a un peu plus de difficulté sur cet axe. J'ai un peu poncé aussi, alors oui ça je vous l'ai pas dit, j'ai un peu poncé ici parce qu'on avait un état de surface qui était pas beau, et du coup ça crée une surépaisseur, donc c'est pas ce qu'on cherche. Donc 0,25, ça passe partout, un peu plus de difficulté vous voyez sur celui-là, là, dans cette zone là, mais sinon ça reste glissant quand même, ça reste glissant. Il n'y a aucun souci. Ah là, c'est un peu de difficulté. Ah, c'est un peu plus de difficulté sur cette axe, vous voyez. Mais ça, c'est l'effet écrasé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Comme j'écrase mes impressions sur le plateau, on a toujours ce petit bourrelet sur les côtés. Et à mon avis, c'est pour ça que ça passe pas. Et le 0,125, évidemment, on va avoir des difficultés. Déjà qu'à 125, enfin à 0,25, même si on était glissant, on commence à sentir la résistance. Là, pour le coup, on ne peut pas la rentrer. C'est impossible. Ah, ici, vous voyez, ça commence, mais bon, ça accroche, quoi. Ça, c'est du montage serré. C'est peut-être que vous pouvez l'utiliser, mais après, une fois que c'est monté, vous le démontez pas, quoi. C'est compliqué. Donc ça, voilà, ok, c'est testé. On va passer à la deuxième type de glissière, donc une glissière que j'utilise très peu, mais par contre c'est intéressant de connaître le jeu entre deux faces quand il y a des supports comme je disais, parce que en fait les supports vont aux surfaces de contact créer une surépaisseur, sauf si vraiment vous poncez ce genre de choses, mais le but c'est de sortir l'impression la plus finie possible, trouver un compromis qui vous permet d'avoir un jeu glissant même si vous avez mis des supports quoi. On va commencer par le millimètre, alors là c'est vrai que j'ai pas enlevé les bordures si un petit peu, on voit mais pas entièrement. Donc le bourrelet là on a vraiment un beau bourrelet donc ça va pas nous arranger. J'ai pas aussi pareil les finitions, il y a des endroits où j'ai pas fait plus la finition que ça, je me suis contenté que de cette zone là parce que bon c'était un peu chiant. Donc là bon le millimètre forcément ça passe crème, y a pas de souci, même si je trouve qu'il y a moins de jeu quand même que tout à l'heure. Donc millimètre ok, 0,75
Ça va, ça passe, y a pas de souci. Ah, vous voyez là on commence à avoir des difficultés, mais c'est parce qu'en fait on a la surface qui est pas belle, hein. C'est pas joli. Alors que du coup si on utilise celle-là qui a une surface un peu plus régulière, pas forcément mieux mais qui est régulière, ça passe, y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, cette qualité, elle me déplaît. Vous voyez, c'est vraiment de ça frotter. Mais ça on revient au même endroit, c'est-à-dire la gestion du plateau. Là, j'avais vraiment rempli le plateau avec le maximum de pièces. Donc il suffit qu'elle a été un peu imprimée dans l'extrémité du plateau pour qu'on ait cet effet-là un peu frotté. Ce qui est fort dommage. Après, bon, un coup de ponçage, fonctionnellement, ça sera bien. Mais visuellement, après un ponçage, bah, vous aurez ce côté un peu râpé comme on a ici, hein, qui est pas du tout joli. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est un peu chiant au niveau de la qualité. On n'est pas au max, quoi. 0,5. Alors 0,5, comme je disais, c'était le jeu que j'utilise beaucoup. Là, on va toujours avoir des difficultés en début à cause de cette frugosité là. Ouais, vous voyez, on a beaucoup de difficultés, mais alors que je pense que ça passe, hein. C'est pas une question que le jeu ne passe pas, c'est vraiment ce frottement là. Du coup, on va plutôt utiliser lui qui n'a pas ce problème. Et vous voyez, ça passe. Alors, on sent que ça a un peu du mal quand même. Un peu de mal, surtout à la fin. En fait, là, on commence à avoir un jeu glissant, mais tout juste, quoi. Ça glisse tout juste. C'est-à-dire qu'on a très peu de jeux dans la glissière, ça retient, quoi. Le 0,25, alors on vient de voir que le 0,5, ça passait un peu serré. Le 0,25, je pense que ça va être compliqué. Et ouais. Ouais, c'est serré, là c'est montage serré. Donc là en fait on peut se décaler d'un cran pour ce type de glissière avec des supports. Donc au lieu de mettre 0,25 pour un glissière serré, on prendra plutôt 0,5. Et pour avoir une glissière vraiment glissante, à partir de 0,75 ça fera l'affaire. Même si bon le 0,5 ça ferait aussi l'affaire d'avoir un truc glissant, mais bon. Donc voilà, on voit que c'est quand même un cran en moins et que c'est dommage. C'est dommage. Ouais, même ici ça a du mal. Hein. Alors que là théoriquement on n'a pas de support, ça devrait passer. Bon ça passe. Mais là c'est un peu du mal. Après c'est pareil, est-ce qu'on n'aurait pas une petite surépaisseur ici? Peut-être. Hein. On va passer au test 3, un test avec des engrenages. Alors c'est vrai que j'ai déjà imprimé des engrenages, après ça reste rare pour l'instant. Je pense qu'à l'avenir je vais en imprimer un peu plus, surtout pour transmettre de la force, parce que la plupart du temps quand j'imprime des engrenages, c'est juste pour transmettre une position angulaire si vous voulez. Donc vraiment un positionnement, aucune force, aucune vitesse dans les engrenages. Donc j'ai toujours imprimé des engrenages droits parce que j'avais pas besoin de plus, parce que bah, généralement vous prenez des engrenages avec une denture inclinée quand vous avez besoin de transmettre beaucoup de force, c'est généralement plus efficace. Là moi j'ai jamais eu besoin, donc j'ai toujours fait la denture droite. Donc c'est pour ça qu'on va commencer avec une denture droite. On a 4 modules, 4 différents modules. Alors les modules, pour ceux qui savent pas, c'est la taille de la denture. Là on a du 2 mm, là on a un module de 1, un module de 0,8 et un module de 0,5. La plupart du temps je prends des modules de 0,8 moi. Comme vous avez des petites dents, vous avez moins, parce que vous voyez, bon là aussi parce qu'ils sont pas rodés, faudrait tous les roder, les faire tourner assez vite pour qu'ils prennent la forme. Mais on a ce clic, vous savez, par denture. Donc forcément plus vous avez de denture, plus vous avez de précision entre grands guillemets. Même si je pense que c'est qu'une question de rodage. Mais vous avez moins de jeu dans les petits engrenages que dans les gros. Et puis c'est aussi une question de place, hein. Vous pouvez sur les petits modules, vous pouvez imprimer des engrenages beaucoup plus petits que des modules un peu plus gros. Et vous pouvez transmettre moins de force parce que vous avez moins de surface de contact. En fait, c'est la taille de la denture, hein, tout simplement. Hein. Forcément, la face active va être ici. Donc là, elle est toute petite, hein, c'est toute petite surface. Alors que là, d'un coup, les surfaces actives sont bien plus grosses. Donc forcément, vous pourrez transmettre beaucoup plus de force. Donc voilà la raison pour lesquelles on choisira des modules différents. C'est une question de place et de force transmise, généralement. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? On a un module de 2 qui tourne très bien. Hein. Après, voilà, comme j'ai dit, il faudrait un petit rodage pour les engrenages pour qu'il tourne parfaitement. Surtout qu'on a cette surépaisseur encore, hein, elle nous suit partout celle-là. Ouais, bon, à peu près, bon, ils tournent tous en tout cas. Bon, celui-là forcément avec beaucoup de facilité. Celui-là, très bien. Si je bloque l'autre, vous avez l'effort qui est bien transmis. Ici, pareil, aucun souci. Et le petit, alors le petit, j'ai un peu du mal parce qu'en fait, si vous voulez, les modules est tellement fin, rien que le jeu qu'il y a dans les axes, fait que les engrenages ne touchent plus ensemble. Vous voyez, là, ça touche plus. Alors que là, si on pousse un peu, on sent que ça tient. Et vous voyez, ça saute. Et c'est pour ça, en fait, dès que vous avez, là, le module est quand même assez fin, c'est du 0,5. Hein. Si on doit transmettre beaucoup de force, l'engrenage il va s'user, il va sauter, il va s'user quoi. Donc si jamais on doit transmettre de l'énergie, des gros efforts, ce sera plutôt sur des gros modules. Après si on veut de la précision, c'est vrai que le petit module sera très intéressant, mais il faudra prendre en compte les jeux dans les axes qu'il faudra mettre très fin. Il faudrait du roulement avec aucun jeu pour que le jeu ne fasse pas sauter les dents quoi. Donc voilà pour les engrenages droits. Alors j'ai imprimé pour la première fois de ma vie des engrenages inclinés. Je l'avais jamais fait parce que j'ai jamais eu le besoin. J'ai du coup voulu tester parce que voilà on est là pour tester. Sauf que comme un con, là où dans une dentière droite, vous en prenez un, vous l'imprimez 2 fois, vous pouvez les utiliser. J'ai fait la même chose hein, sans réfléchir sur la denture inclinée. Sauf que ça ne marche pas parce qu'il faut un engrenage symétrique. Enfin il faut la symétrie. Là ça va pas ensemble, hein, ça va pas s'imbriquer. Donc je me suis fait avoir comme un bleu. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Si dans la vie si vous faites pas d'erreur, c'est que vous faites rien. Hein. Donc je les ai imprimés, tous comme il faut, vous voyez, il n'y a pas de souci avec ça. Et en termes de qualité, hein, j'aime bien, je les aime bien, ils sont intéressants, pas trop de bavure, même sur les plus fins, il n'y a presque pas de fil d'ange, il y a juste, voilà, toujours cette petite surépaisseur, la première couche, mais ça on le sait. Mais sinon le reste c'est bien, hein. Franchement c'est des beaux engrenages, ils sont bien imprimés. Bah écoutez, déjà le module de 2, là, il tourne très bien, hein. Attendez, je vais juste bloquer.
Il y a aucun souci avec ça. Ça tourne très très bien. Ici pareil, hein, aucun problème. Mais je limite l'impression qu'il y a besoin de moins de rodage pour cela que pour les dentures droites. Hein. Le 0,8 que j'utilise beaucoup, mais là exceptionnel comme produit. J'en ai rien à foutre. Et même le 0,5 qui pour la denture droite sautait, bon il saute encore un peu. J'ai réduit le jeu aussi dans les axes parce que j'avais vu comme je les ai imprimés, j'avais vu qu'il y avait du jeu, je les ai un peu réduits. Donc ça va un peu mieux. Après voilà, hein, comme toujours, si vous mettez trop d'efforts, ça saute. Et encore, je trouve que c'est moins Ouais, il faut vraiment y aller. Hein. Ce qui paraît logique, hein, vous avez beaucoup plus de surface, de contact. Et puis vous avez un contact en biais. Là où quand vous êtes denture droite, en fait, si vous voulez, quand vous allez tourner, l'effort va vouloir les écarter. Là, il veut faire monter l'engrenage. Vu qu'on n'est pas sur une denture droite, il veut le faire monter. Et voilà pour le test 3, le test des engrenages. Très sympa. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ces engrenages inclinés. Je pense que je n'imprimerai plus que ça. Et que je n'imprimerai plus d'engrenages droits. Ah, pas pour des cas très spécifiques. Mais on va mettre de côté pour se focaliser plutôt sur de la denture inclinée. Plus intéressant. Bref, je vous laisse passer à la suite. D'ailleurs, en parlant de ça, oui, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit. J'ai pété. J'ai tout pété. J'ai fait tomber. Ah oui, je me sens con. J'étais en train de scier sur En fait, j'avais mis une pièce dans mon étau et j'étais en train de scier. Et ça c'était sur le même meuble. Vous voyez que là où il y a mon étau. Il est tombé, ce con. Et il a tout pété. Surtout que je devais vous faire un plan à un moment sur Conceptienne. Bah, du coup, je vais pas pouvoir. Hein. Je vais pas pouvoir vous le faire. Vous voyez pas parce que tout est noir et c'est chiant. Je vais vous faire un gros plan sur le Conceptienne avec, voilà, pour vous montrer un peu comment c'est. Bon, il est très joli, hein, faut le savoir. Très très joli. Mais voilà, je l'ai fait tomber. J'ai trop le seum, je l'ai pété. Bon, après, c'est normal, hein, vu l'épaisseur, c'est normal que ça pète. Mais vous savez quoi, de toute façon, je réimprimerai en gris du coup, parce que j'ai plus de cette couleur. Ce qui va être intéressant d'ailleurs, parce qu'en fait, ça, on est sur du PETG, là, on est sur du PLA. Donc, on va voir un petit peu je vais voir, parce que ça, je le ferai hors cam. Je verrai bien la différence entre les deux impressions, et de toute façon, je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Oh putain, j'ai pété le mot. Sympa, hein, sympa le tapis, hein. Je l'ai acheté, je viens de l'acheter. C'est un truc anti-coupure, là, est-ce que ça marche? Oh putain, j'ai fait un trait, j'ai fait un trou, oh merde. Oh le con. Voilà, j'ai payé, voilà. Mais c'est de la merde. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir un truc anti-coupure si ça se coupe? Mais ouais, c'est dommage. Je pensais vraiment que ça se couperait pas. Après, je suis très naïf, hein, parce que vu la matière, c'était pas étonnant. Hein. Ça me permet surtout de savoir où est le focus de la caméra, on va pas se mentir. Mais je suis dans un KGB, hein, je vous le dis. Hein. Là, vous vous rendez pas compte. Tiens, je vais prendre une petite photo juste pour que vous vous rendez compte. Mais je suis vraiment dans un KGB, là. Je tourne dans un KGB. Hein. On arrive à la conclusion. Mais n'attendez pas que je réfléchisse à votre place. Ce que je vais vous dire va être extrêmement subjectif. Faites-vous votre propre avis avec ce qu'on vient de voir et pas ce qui va suivre. J'adore cette machine. Elle est rapide, précise, avec de gros volumes. Et elle m'a surtout mis à jour sur les dernières fonctionnalités des imprimantes. Je suis quand même passé de la Prusa Mark III qui est sortie en 2017 à la Felson V400 qui est sortie en 2022. On a donc déjà un gap de 5 ans sur la technologie de l'impression 3D. Même si effectivement j'avais la Mark IIIS, donc une évolution de la Mark III et que Prusa aime faire évoluer en continu leur imprimante 3D, il y avait des fonctionnalités que je n'avais pas ou en tout cas que j'avais pas mis en place. C'est tout con mais pouvoir contrôler et envoyer des impressions 3D à partir de son ordi sans même déplacer une SSD, bah ça fait plaisir et ça facilite la vie. Et surtout, pouvoir faire des timelapses simplement. S'il vous plaît, quel plaisir. Et utile en plus, pour la chaîne évidemment. Après, sûrement avec ma Prusa, j'aurais pu faire de telles choses, mais il aurait fallu que je bidouille un petit peu, alors que là c'est directement intégré au logiciel, ce qui quand même facilite vachement les choses. Prusa est un monde très ouvert, mais il faut s'y pencher en fait. Hein. Ce que je n'ai pas encore fait, mais ça va arriver bien sûr, il y a bien un moment où il va falloir trouver une utilité à cette machine, qui pour l'instant ne fait qu'exposer fièrement dans le décor sa dernière impression. Mais revenons à notre imprimante, faisons un topo simple. Basique. Les bons côtés, et oui, parce que pour que ce soit simple, il faut noter évidemment. J'ai noté, attention. Attends, attention. C'est des notes. Les bons côtés. Elle a un grand volume d'impression, ça on l'a déjà dit effectivement, avec surtout une très belle hauteur, et ça c'est vrai. Elle est rapide. Alors ça, effectivement, le fait que ce soit une technologie delta et non cartésienne, fait qu'il y a une plus grande rapidité, mais avec un petit peu moins, une perte en précision quand même, je l'ai remarqué, notamment que ce qu'on peut voir effectivement les reflets dans le test 2, hein, sur les cylindres, ça c'est la preuve d'une précision un peu plus floue, entre guillemets. Elle a un système de refroidissement, et ça c'est vrai qu'on l'a pas encore dit, qui est très fonctionnel, enfin qui est très efficace. On a 2 ventilateurs sur les côtés qui s'ouvre directement en opposition sur le filament, ce qui est très intéressant et qui permet de refroidir correctement et de façon uniforme le filament qui est en train d'être imprimé. On a un système de contrôle à distance qui est vraiment très appréciable, hein. C'est quelque chose que je n'avais pas et quand j'ai découvert ça, ça a été une révolution, on va pas se mentir. On a bien sûr le système de timelapse qui est intégré, mais ça vous le savez déjà. Le style, c'est vrai qu'on en a pas parlé, enfin un petit peu, on a dit qu'elle était imposante. Moi je trouve ça stylé, j'aime bien cette imprimante, c'est vrai qu'elle est imposante, mais elle dégage quelque chose, il y a un certain charisme de cette machine. Hein. Le montage, c'est
vrai que j'en ai pas parlé, le montage est très simple. Alors effectivement, la difficulté est dans le poids, parce que plus vous avancez, plus l'imprimante est de plus en plus lourde, arriver jusqu'à sa phase finale, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas compliqué, enfin vraiment j'ai pas eu de difficulté à monter, comparé à la Prusa, parce que la Prusa je l'ai aussi montée à l'époque. On a peut-être 16 vis tout au plus à monter, ce qui est relativement peu, hein. La qualité, et oui, c'est vrai qu'on n'a pas plus parlé, mais on est sur une qualité qui est quand même très appréciable pour une impression filaire. Maintenant, les mauvais côtés. On a un point noir, quelque chose c'est vrai pour lequel je suis assez déçu, mais en même temps, vu le prix de la machine, on fallait pas être étonné, fallait pas s'attendre à quelque chose de plus technologiquement avancé. Pour le prix, hein, pour vous donner une ordre d'idée, je l'ai acheté 400 €. Ça reste du bas de gamme, peut-être l'entrée de moyenne gamme. Bon, il y a des machines qui sont 2 fois moins chères, mais il y en a surtout qui sont 3 fois plus chères. Et pour la qualité des impressions, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de rentable en termes de prix. Notamment, une concurrence qui sont plus autour de 1600 €. Je pense qu'on n'est pas si loin de la qualité des impressions de ce genre de machine. Et pourtant, on est quand même sur un prix qui est relativement bas. Bref, ce point noir, c'est le plateau, la gestion du plateau. Parce qu'effectivement, on est sur un plateau qui est quand même assez grand, donc on est vachement sensible à cette différence de niveau au niveau du plateau, ce qu'on appelle d'ailleurs dans l'industrie la planéité. Et je trouve qu'on a une gestion qui est approximative, hein. On a un système avec un bouchon poussoir qu'on vient aimanter sur la tête de façon occasionnelle, hein, pas avant chaque impression, pour venir faire le niveau. Contrairement à la Prusa où on a un système de sonde directement intégré à la tête qui va venir faire le niveau avant chaque impression du plateau. D'ailleurs, on peut régler le nombre de points qu'elle prend. Du coup, sur les grandes surfaces qu'on va imprimer sur le plateau, ça on va avoir des difficultés à le faire. On va devoir vraiment faire plusieurs réglages. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, de galérer à faire des grandes surfaces. Du coup, ce qui se passe, c'est que généralement, j'ai tendance à écraser le filament pour être sûr qu'il tienne, mais on a toujours du coup cette petite épaisseur, hein, en début d'impression. Après, qui s'enlève facilement après avec une petite finition. Mais vous voyez, j'avais moins de difficultés sur la Prusa à faire des choses bien plates sur toute la surface du plateau, contrairement à la Effelson où là, pour le coup, on a beaucoup plus de difficultés. Mais bref, reprenons notre topo, hein, reprenons nos notes. Le système de fin de filament, alors c'est vrai ça, il faut en parler aussi, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, hein, mais c'est vraiment pas foufou. Quelque chose qu'on va devoir reconcevoir, à l'évidence, hein. On a vu du coup, comme je disais, au niveau de la précision, qu'on avait un effet arrondi sur la plupart des angles vifs, sur le plan XY, notamment du coup par sa vitesse, hein. Forcément quand vous avez la vélocité, quand on va vouloir changer de direction, hein, pour suivre simplement l'impression, et on va voir cette inertie qui va arrondir un peu ces angles. Ce qui est à mon avis, comme je le disais, dû à la technologie Delta, où en fait on a les 3 axes qui sont liés, on n'a pas, ils sont pas indépendants les uns des autres. Les 3 moteurs travaillent ensemble pour pouvoir faire travailler les 3 axes. Là où la Prusa, qui est une type cartésienne, a un moteur pour chaque axe, et c'est indépendant. Ça veut dire que si un moteur ne s'allume pas pour l'axe X, c'est pas pour autant que l'axe Y ne pourra pas bouger. Après, je pense pas que ça soit si gênant. Alors, peut-être qu'il va falloir le prendre en compte pour certains jeux, pour certaines glissières notamment, mais comme ça s'applique à toute l'impression, si vous avez un bord arrondi dans un angle partie femelle, vous l'aurez aussi partie mâle, vous voyez. Donc au final, même au niveau des jeux, peut-être que ça aura pas plus d'impact que ça. Donc voilà, pour le topo, on peut poser mes notes, je vous le remets quand même sur le côté, histoire que vous ayez un petit, et juste ici, il laisse la place le gamin, il est pas con, hein. Avec les avantages et les défauts, de mon point de vue évidemment, parce que c'est très subjectif. Comme je vous l'ai dit, moi je passais d'une Mark III à une machine qui est assez récente malgré tout. J'ai un passif, voyez-vous. Donc forcément, le gap fait que peut-être que je trouve cette machine exceptionnelle et que si j'en avais eu d'autres entre deux, j'aurais eu un peu moins cette vision. Mais en attendant, elle a quand même des défauts, comme celui du plateau, que je trouve quand même assez dramatique, c'est un point noir à mes yeux, hein. Parce que la gestion des plateaux, c'est une des choses qui est le plus compliquée dans les impressions 3D, pour que votre impression tienne bien, qu'elle soit pas trop écrasée, pour que vous n'ayez pas ce petit bourrelet au niveau de la première couche, hein. Moi, du coup, c'est ce que j'ai, parce que j'écrase énormément le filament. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien cette imprimante, et malgré tout, même si vous voyez, comme tout, il y a des défauts et des qualités, il faut savoir les prendre en compte. Moi je pense que c'est important de connaître les limites de sa machine pour les prendre en compte lors de la conception. Parce que alors je vais vous le dire, hein, ça c'est mon petit coup de gueule personnel, je trouve qu'on a trop délié la conception et la production, alors que normalement c'est quelque chose qui doit être travaillé ensemble, hein. Quand vous concevez quelque chose, il faut que vous imaginiez comment ça va être produit, pour tout simplement faciliter les choses et que ça soit faisable surtout. Dans mon métier, je vois trop de conceptions qui ne sont pas possibles, hein. Notamment des cotations qui sont impossibles parce que tout simplement on a des bureaux d'études qui sont complètement déliés de la production. Et nous à notre échelle, on n'a pas besoin d'avoir des bureaux à Paris et d'une production je ne sais où, étant donné que c'est la même personne, c'est moi. La solitude me guette, voyez-vous. Ah mais voilà, il faut toujours prendre en compte la conception. Ah putain, je sais même plus où j'en suis. Vous voyez, je me perds, mais c'est terrible. Tu m'étonnes que mon appareil photo me dit écoutez, on va arrêter là de suite parce que vous commencez à me casser les couilles. C'est normal.
c'est normal. On est sur un changement de qualité, comme vous aurez pu le voir, hein, au niveau de la caméra. Hein. On est parti sur un appareil photo. On remercie évidemment le fraté qui m'a prêté ce magnifique appareil photo et pour avoir des qualités un peu plus intéressantes en termes de vidéo. Excusez-moi, je m'égare encore, je papote, je fais une FAQ en fait. C'était un mensonge, on ne teste pas l'imprimante, c'est faux. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère surtout que ça vous aura servi. C'est vrai que j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent au niveau du test, quelque chose qui m'intéressait personnellement, que ça soit au niveau des hauteurs maximales, que ça soit au niveau par exemple tout ce qui est glissière, engrenage, ce genre de choses. C'est vrai que moi c'est ce qui m'intéresse le plus parce que c'est ce que je suis le plus amené à concevoir. Après le test 2, je trouve que c'était un peu le test basique, hein, le classico-classique j'ai envie de vous dire, où on vient tester les différents angles dans le vide, les ponts, ce genre de choses, mais qui est malgré tout pas moins intéressant. Ah, j'ai plus de batterie, vite, faisons vite la conclusion. Mais je vous remercie et j'espère que ça vous a intéressé. Moi en tout cas j'étais le premier intéressé, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à la prochaine.